comme les vainqueurs n'abandonnent jamais, je vais partir du principe que ce n'est pas impossible. D'accord? Victor Moumouam s'est dit, les vainqueurs n'abandonnent jamais. C'est une belle citation. Un hymne à la persévérance dont découle un certain nombre de leçons. Vous avez à peu près toutes les leçons sur ce mur. Je me suis amusé à lire tout à l'heure quand j'étais assis. Il y a à peu près toutes les leçons. Merci. C'est pas très grave. Bon, je me suis fait basculer. Je vais directement aller à l'idée. Ce que je voulais dire, c'est que la persévérance est une vertu. Et que très souvent, on part du principe, quand on évoque des vertus, qu'elles émanent de qualités, d'atouts, la personnalité intrinsèque à l'individu à qui on reconnaît cette vertu. C'est un postulat que non seulement je refuse, mais je réfute. Les vertus se construisent. Et donc la persévérance aussi. C'est le premier message que je voulais faire passer. C'est que votre capacité à atteindre vos objectifs ne dépend que de vous. Ensuite, du reste. Le reste, c'est évidemment plein de choses, la conjoncture, le contexte, les autres, parce qu'on réussit rarement seul. Alors vous aurez remarqué que j'utilise le terme objectif. Je ne veux pas parler de vainqueur, parce que quand on parle de vainqueur, par définition, il y a le corollaire, c'est le loser. Donc en gros, il y a les vainqueurs et il y a les losers. C'est pas vrai. Il y a ceux qui construisent leur réussite et ceux qui ne font rien pour la construire. Et ça, c'est le message le plus important. Je préfère encore le terme objectif à réussite. Je vais y arriver un peu plus tard, parce qu'il est assez neutre. On a tous des objectifs dans la vie. Parfois, on n'en est même pas conscient, mais on les a. Alors, je vous disais que les vertus se construisent. Construire, c'est un verbe d'action jusqu'à preuve du contraire. Donc, par définition, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour les construire. Ce quelque chose, c'est un truc que vous connaissez tous. C'est le travail. La persévérance est une vertu qui se construit par le travail. On vous dit d'ailleurs ici, il n'y a pas de réussite facile. Par définition, elle n'est pas facile, parce qu'il faut bosser. Et moi, je considère que la valeur travail est mère de toutes les vertus. Je me suis permis cette image de la cigale et la fourmi, la fable de La Fontaine, qui est révélatrice finalement de ce deuxième message que je voulais faire passer. Et que j'ai aussi traduit par une citation à laquelle je fais assez souvent référence, qui est celle de Benjamin Franklin, qui dit que faire et souhaiter faire sont deux choses bien différentes. On a tous des objectifs, on a tous envie de devenir quelqu'un, d'avoir beaucoup d'argent, de réussir professionnellement, personnellement, mais si on ne fait rien, par définition, on est mal barré. Donc il faut bosser. Alors, un petit exemple pour s'en convaincre. Tout le monde le connaît, ce monsieur, il court super vite, c'est l'homme le plus rapide du monde, parce qu'il est né en Jamaïque, parce qu'il est super musclé, mais en réalité pas vraiment. Regardez, c'est rapide. Il faut mettre le son. C'est sur l'ordi, c'est sur mon ordi en fait. Je pense que le son est coupé sur mon ordi. Le travail se fait dans les coulisses. La compétition, c'est la partie facile. Dans les coulisses, c'est tout le boulot. Pour être prêt pour la course, on doit réussir. Relâche tes épaules. C'est ça. C'est ta conscience qui te parle. Fais pas ça. Arrête de courir. Prends ta retraite. Va jouer au foot. Va jouer au golf. Alors on n'entendait pas très bien, mais grosso modo, ce qu'il disait, c'est que la compétition, c'est la partie la plus facile de son job. La partie la plus dure, c'est celle que personne ne voit. C'est quand il court, et court, et court, et court, lève de la fonte, du poids, il s'entraîne, il bosse, il travaille. Puis derrière, il gagne les médailles d'or, les records du monde, et tous les millions d'euros qui vont avec. Alors, tout à l'heure, je vous disais, je préfère le terme d'objectif. Pourquoi est-ce que je préfère le terme d'objectif? Parce que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, c'est quand même assez évident. On a des objectifs, pour les atteindre, il faut bosser. Et si on est là aujourd'hui et qu'on se pose encore la question, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, à mon avis, c'est qu'il est dans, je dirais, un déficit de pensée. Un certain nombre de pensées négatives, de mauvaises conceptions, de mauvaises acceptions.
notamment celle de la réussite. La réussite, pour beaucoup, c'est ça. Vous arrêtez 100 jeunes Marocains dans la rue maintenant, vous leur dites, c'est quoi réussir? Ils vont vous dire gagner de l'argent. En deux, acheter une voiture. Malheureusement, ce n'est pas que ça, la réussite. Si c'était que ça, ce serait facile, quelque part. Non. Est-ce qu'on peut considérer que cette femme-là n'a pas réussi? Vous la reconnaissez? Évidemment que vous la reconnaissez. C'est donc qu'elle a réussi, si vous la reconnaissez. Elle a donné toute sa vie, cette femme. Pas pour gagner de l'argent, pour aider les autres. Alors, est-ce que la pauvreté a été éradiquée? Non. Alors, est-ce qu'elle a échoué? Non. Elle n'a pas échoué. Elle n'a pas échoué, pardon, ça va marcher. Parce que la réussite, elle ne passe pas par l'avoir. Elle passe par la confusion de l'être et de l'avoir. Et ça, c'est fondamental. On nous enseigne beaucoup trop dans nos écoles de commerce, comme la vôtre, comme celle dans laquelle j'ai été, qu'il y a cette fameuse pyramide de Maslow. On a des besoins, il faut respirer, c'est incroyable ce qu'on nous apprend. Il faut respirer, il faut manger, il faut s'habiller, il faut dormir. Alors, on a besoin de payer pour aller à l'école pour qu'on nous apprenne ça. Et tout ça, vous savez pourquoi? Pour avoir un boulot et avoir de l'argent. Moi, je n'aime pas cette pyramide de Maslow parce qu'elle inverse la relation. Non, c'est pas le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est vraiment cette confusion de l'être et de l'avoir. Et d'une certaine manière, quand on a une mauvaise conception de la réussite, et bien du coup, on a une mauvaise conception de l'échec. Je vous ai mis cet électrocardiogramme que j'avais déjà repris dans une précédente présentation où il y avait déjà monsieur Chena. C'est les battements du cœur. Et les battements du cœur, ils sont à mon sens à l'image de la vie. La vie, c'est des phases ascendantes et des phases descendantes. On pourrait considérer que les phases ascendantes, c'est la réussite, et les phases descendantes, c'est l'échec. Sauf que vous voyez bien que ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Si ça part et que ça revient, c'est que l'enjeu de la vie, il est justement dans ce creux. Des creux, vous allez en connaître. Des creux, j'en ai connu. Même Seti vous en a cité un certain nombre tout à l'heure. Il faut s'y préparer. Soit vous considérez que c'est un échec, c'est une donnée, vous êtes foutu. La vie s'arrête. C'est la ligne droite. L'échec, c'est bien l'abandon. Et c'est pour ça qu'on vous dit, les vainqueurs n'abandonnent jamais. On ne vous dit pas, les vainqueurs aboutissent toujours. On vous dit, ils n'abandonnent jamais. Et l'abandon, c'est l'échec. Dans ma la petite biographie qu'on a fait de ma personne, c'était assez sympa d'ailleurs, merci. On vous a dit cofondateur du collectif du 31 mai. Le collectif du 31 mai n'aurait d'abord pas existé si on avait abandonné, il n'aurait pas abouti si on avait abandonné et tout prêté à ce que l'on abandonne. Diplômé, étranger, donc dans un pays qui n'est pas le nôtre, l'ennemi, entre guillemets, si je puis me permettre, le ministre de l'Intérieur de la France. On était mal parti pour gagner, mais on a gagné, parce qu'on n'a pas abandonné. Et tout à l'heure, vous verrez qu'il y a une deuxième condition pour ne pas abandonner. Et on y viendra. Donc devenez, si vous voulez réussir. C'est le message que je voulais faire passer. Alors il y a un autre problème, un autre mal que je considère comme étant un des mots les plus importants de notre société. C'est le déterminisme. Alors moi je m'appelle Seti, il s'appelle Seti, il a fait la mission, classe prépa, HEC, il peut que réussir, évidemment. Personne ne sait que je paye encore mon diplôme, du coup je ne l'ai toujours pas. C'est qu'avant d'intégrer HEC, j'étais un élève moyen que j'ai dû bûcher, travailler. Mais à force de le répéter et que le message ne passe pas, je me suis dit peu importe, tu t'appelleras toujours Seti, et je suis fier d'ailleurs de m'appeler Seti. Donc je vais vous citer un certain nombre d'exemples, si ça veut bien marcher. C'est pas des Septis. Bon, c'est un Alami, mais bon. Personne ne sait que ce Alami vient d'une famille modeste. Ce Alami, vous savez quoi, c'est un fils de postier qui est devenu patron de la poste. Je plaisante pas, c'est pas une blague, il était fils de postier, il est devenu patron de la poste. Aujourd'hui, il est patron de la CDG. Elle, c'est Fadela Al-Gadi. Fadela Al-Gadi. Fadela Al-Gadi, c'est une fille, famille modeste, salée. Aujourd'hui, il y a des stars comme Beyoncé qui portent ses habits. Elle a bien réussi. Tout à l'heure, je vous disais, on ne réussit pas sans les autres. Ben elle a réussi grâce à Yves Saint Laurent. Elle l'a croisé à Tanger en 99 de mémoire. Et c'est comme ça qu'elle a pu décoller.
Pourquoi? Parce qu'elle a saisi l'opportunité que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur Seti. L'opportunité, c'est un élément qu'on ne maîtrise pas par définition. La chance comme la malchance, on ne les maîtrise pas. Alors soit on dit, j'ai pas de chance, on s'assoit, on s'arrête de vivre tout ça. Soit on se dit que tout est possible et on continue de croire et on essaie d'avancer. Alors il y en a plein d'autres, hein, effectivement. Lui, il est bien connu, lui. Lui, c'est Milo Tchiabi. Fils de berger devenu berger. Et aujourd'hui, il est juste patron d'Ina Holding, qui est... c'est un magnat de l'immobilier, il est aussi dans la pétrochimie, dans le plastique. Et c'est le deuxième, il me semble même que c'était la première fortune. Il a à peu près un peu plus de 2,5 milliards de dollars de richesse personnelle. Fils de berger. Il est marocain, hein. Il n'est pas né ailleurs. Vous le reconnaissez pas, lui? Si 78% des parts de marché de la charcuterie au Maroc. Aujourd'hui, il arrive même à en vendre aux Français. Ben, il était boucher, lui. Fils de boucher, lui-même boucher. Lui, c'est le fondateur de Talbot. Pareil, il a commencé coursier, me semble-t-il. Alors non, c'est ça, il a commencé dans l'ébénisterie, dans un petit atelier. Aujourd'hui, il est patron de Talbot. Talbot, c'est 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Lui, c'est le Morabété. Il a quitté l'école, il voulait faire les beaux-arts. Il ne savait pas que pour faire les beaux-arts, il fallait avoir le bac. Il n'avait pas le bac, il s'est fait caler. Lui, il était coursier. 1250 dirhams par mois. Il a économisé. Il a acheté un petit lopin de terre à Tihnaout. Aujourd'hui, certaines de ses œuvres sont chez le roi Mohamed VI, c'est de grandes personnalités. Et tout le monde veut aller chez lui. Lui, c'est Vigon. J'ai eu la chance de le connaître quand j'étais tout petit. Vigon, on ne le sait pas, mais il a fait les premières des Rolling Stones, des Who. Il a fait un tube dans les années 70 à 68. Harlem Shuffle, me semble-t-il. Voilà. Vigon, vous savez ce qu'il faisait son père? Il était marchand de légumes. Voilà, vous la citez. Parce que je vous ai donné quelques patrons, beaucoup d'argent. Elle, c'est pas l'argent qui l'a drivé dans la vie. Elle est née en 41 dans l'ancienne Médina de Casablanca. Autant dire qu'elle n'est pas partie du bon pied. Elle a galéré, elle a eu son diplôme d'infirmière. Aujourd'hui, elle est reconnue internationalement pour son engagement. Et elle a sauvé, aidé, accompagné un nombre non négligeable de mères célibataires. Elle est devenue. Alors elle, c'est la patronne de RMA Watania, donc une grande assurance. Elle, pourquoi est-ce que je la cite? Parce que c'est une famille moyenne, modeste, mais c'est une polytechnicienne, c'est une bosseuse monstrueuse. Monstrueuse, elle, c'est la preuve vivante que quand on bosse, on obtient forcément ce qu'on cherche à obtenir. Voilà. Elle était au CMI avant, le Centre monétaire interbancaire. On l'a débauchée pour aller présider l'assurance qu'elle préside aujourd'hui. Ben Abdallah, me semble-t-il. Momo. Vous connaissez Momo? Encore dans un autre registre. Momo, c'était le fils du régisseur de La Folle. Exactement, il est passé aussi... Mais c'était le fils du régisseur de La Folle. Voilà, donc le son, la lumière... Aujourd'hui, il lance un nombre incroyable de jeunes artistes marocains et c'est un acteur incontournable de la scène musicale de notre pays. Avec Hichem, il est cofondateur, c'est vrai. Ah, vous la connaissez, elle. Impossible de ne pas la connaître. Najat Djabou. Najat Djabou, c'est une des rares artistes marocaines qui a réussi à faire valoir ses droits d'auteur. Elle est devenue super riche grâce à ses droits d'auteur. Mais il faut savoir qu'elle a dû fuguer de chez elle. Elle a dû fuguer de chez elle parce que ses parents lui avaient dit non, tu chantes pas. Parce qu'à l'époque, c'était pas bien, c'est le filtre Bissech. Elle est partie. Elle a chanté à l'Olympia. Peu l'ont fait. Exactement. Et il les connaît tous, hein. Le patron d'IB Maroc, il a commencé informaticien, 2500 dirhams par mois. Voilà. Patron d'une belle société qui est présente en Libye, un peu partout en Afrique. Ils sont tous marocains. Alors je vais pas vous mentir, il n'y en a pas une flopée. Mais il y en a quand même. Ce sont des exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Et ils ne s'appellent pas Seti, ils n'ont pas fait la mission, ils n'ont pas fait classe prépa pour tous, ils n'ont pas tous fait un HEC. Donc c'est possible. Si c'est possible pour eux, c'est possible pour vous. Alors en somme, une fois que je vous ai dit tout ça, il faut que je vous donne la petite recette miracle. Moi j'aime bien les recettes. À chaque fois que je passe un athlètique, je donne une recette. Tu te souviens, Neufel? Je suis la chaumichette de la pensée. Je
Je suis la choumicha de la pensée. Et ici, il y a le mot believe, croire. Tout à l'heure, je vous parlais du collectif du 31 mai. Si on n'avait pas cru en nous, on ne l'aurait pas fait. Il faut que vous puissiez croire en vous, d'abord. Peu importe les raisons tangibles qui existent pour que vous puissiez croire en vous. Croyez en vous. Parce que si vous croyez en vous, eh bien vous allez vous aimer. Moi, personnellement, je m'aime. Je m'adore même. Je m'adore. Et c'est très prétentieux. Et c'est là mon message. Il y a des prétentions qui sont bonnes. Être prétentieux, ça ne signifie pas forcément se sentir supérieur aux autres. La prétention, je me l'applique à moi-même. Je suis arrogant vis-à-vis de moi-même. Ça me permet de repousser mes limites, ça me permet de me donner les moyens de bosser. Parce que bosser, c'est pas facile, c'est pas naturel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire. Et pour tout vous dire, c'est pas une blague, il m'est arrivé, quand j'étais en classe prépa, que j'avais ça à parcourir, à mettre devant le miroir, dire, tu vas tout défoncer, t'es super beau, t'es super grand, t'es super fort, et t'es le meilleur. Bon, j'ai raté les concours, mais je les ai repassés, et je les ai réussis. Parce que l'opportunité m'était donnée de repasser les concours. Saisissez toutes les opportunités qui vous sont données. C'est ce que j'appelle la prétention constructive. Alors attention, il faut rester humble avec les autres. La prétention vis-à-vis de vous-même, juste vous-même. Parce que c'est le seul moyen de devenir tous ceux que je vous ai cités. De devenir celui que vous voulez devenir. Lors d'un précédent éthique, je m'amusais, je disais à la question qui vous inspire, j'avais répondu celui que je veux devenir. Pas Milou Chiabi, pas Najat Tchabou, surtout pas Najat Tchabou. Ça va marcher. Et là, vous aurez gagné. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous aurez gagné. Je vais finir tout de suite. Vous connaissez la chanson là, quand on est dans un stade, ça se passe pas bien, stade de foot. Ou un nodo, nodo. On va dire nodo mal. On va dire néo mal. Ou un nodo, nodo. Ou un nodo très de mots. Ou un nodo, nodo. Ou un nodo très de mots. Néo mal. Ou un nodo, nodo. Ou un nodo très de mots. Ou un nodo, nodo. Ou un nodo très de mots. Encore merci pour votre attention. Merci Nabil. Encore une fois, Nabil Souti.